Bonjour à toutes et à tous, dans cette dernière vidéo de démonstration, nous allons démontrer des propriétés sur les projecteurs. Comme je vous l'ai présenté en cours, les projecteurs sont souvent très utilisés dans les sujets de concours et dans la suite du cours que l'on va utiliser. Et donc il faut connaître leurs propriétés et parfois leurs propriétés sont demandées à être redémontrées. Donc cette démonstration, elle est déjà tombée dans des sujets de concours. Elle est intéressante à connaître par cœur. Alors nous allons démontrer ces propriétés sur les projecteurs, ce qui va nous permettre de mieux comprendre les projecteurs. Souvenons-nous que les projecteurs ont été définis de cette façon-là, à savoir que pour tout x appartenant à E, on écrit x sous la forme xf plus xg, puisque f et g sont en somme directe, enfin sont supplémentaires dans E, et le projecteur de x va tout simplement, alors sur f, on prend ici le projecteur sur f parallèlement à g, et bien c'est tout simplement la composante xf, on supprime la composante en xg. Donc on va à partir de là essayer de démontrer ces trois points. Le premier point, c'est montrer que P est une application linéaire, c'est même un endomorphisme puisque P va de E. Alors on a deux façons de le voir, soit on le voit de E dans E, soit on le voit de E dans F aussi des fois, puisque on remarque que le résultat est toujours dans F. Mais ici P, on va le prendre comme un endomorphisme, donc de E dans E. Montrons c'est une application linéaire, et bien on va procéder toujours de la même façon avec, on va prendre XY appartenant à E, donc là il faut bien connaître la définition d'une application linéaire, c'est souvent celle-ci qu'on va utiliser, même quand on ne comprend pas très bien l'endomorphisme que l'on est en train de regarder. On commence toujours de la même façon, soit XY appartenant à E, lambda appartenant à R. Et on calcule P de lambda X plus Y. Alors, avant de calculer, parce que je sais ce qui va se passer, on va avoir besoin de savoir quelle est la composante en F et quelle est la composante en G, puisque c'est comme ça qu'on calcule le projecteur. Donc comme x et y appartient à E, il existe xf, xg appartenant à f croix g. Alors ce xf et ce xg sont même uniques. On va avoir de la même façon yf et yg qui appartiennent eux aussi à f croix g. Vous remarquez que j'utilise une notation pour me rappeler de chaque composante, telle que x égale xf plus xg et y égale yf plus yg. Alors maintenant, si je calcule lambda x plus y, eh bien lambda x plus y, ça va être lambda xf plus xg plus yf plus yg. C'est-à-dire, je vais rassembler tout ce qui appartient à f, lambda xf plus yf plus lambda xg plus yg. Or, ici, le jeu, en fait, c'est de retrouver une décomposition avec des éléments de f et des éléments de g. Alors, les éléments de f, c'est assez évident, ils sont ici. Pourquoi? Parce que f est un sous-espace vectoriel. Donc, si j'additionne ou si je multiplie par un réel des éléments de f, eh bien, je reste dans f. On dit que l'ensemble est stable par addition et multiplication par un scalaire. Donc ici, on a un élément de f, on a un élément de g, on a une somme de deux éléments qui nous donne. Cette somme est forcément, cette décomposition est forcément unique puisque f et g sont en somme directe. Donc on a nécessairement que cet élément c'est la composante de f, l'autre c'est la composante de g, et ainsi
on peut connaître le projecteur de lambda x plus y sur f. Ça va être tout simplement la composante lambda xf plus yf. Mais xf, on se souvient, c'est le projecteur en fait de x, tout simplement. Et de la même manière, yf, eh ben, c'est le projecteur de y sur f. On a donc bien que le projecteur de lambda x plus y, c'est égal à lambda p, le projecteur de x plus le projecteur de y. Ça, c'est la définition d'une application linéaire. Et donc, on a bien montré que p est linéaire. Le premier point est montré. Le deuxième point, p rond p égale p. Alors, ce deuxième point a déjà été évoqué dans le cours. Pour tout x appartenant à E, on remarque que P de x, eh bien, il appartient à F, par définition. Et donc, je vais le décomposer en fonction d'un élément de E et d'un élément de F et d'un élément de G. Et bien, c'est forcément P de x plus 0, avec P de x qui appartient à F et 0 qui appartient à G. Donc la projection de P de x, eh ben, ça va être P de x, ça va être elle-même. On avait vu que de manière générale, si un élément y appartenait à f, alors la projection de y, eh bien, ça appartient à f. Le dernier point, enfin, ker de p est égal à g, im de p est égal à f, et c'est aussi égal à ker de p moins identité, ce qui signifie plusieurs choses, c'est que p de x égale x pour tous les x appartenant à f, et p de y égale 0 pour tous les y appartenant à g. Alors, pour montrer ker de p égale g, ici on a une égalité d'ensemble. Alors, quand on a a égale b, il faut montrer que a est inclus dans b, puis que b est inclus dans a. Donc là, on va montrer que ker de p est inclus dans g. Ça, c'est une méthode qu'on appelle la double inclusion. Donc on va le montrer dans un premier sens, soit x appartenant à ker p. Alors p de x égale 0. Et comme x appartient à ker p, on rappelle que tous ces ensembles, évidemment, sont inclus dans E. P de x égale 0. Et il existe xf, xg, tel que x égale xf plus xg. Mais en fait, p de x, c'est xf. P de x égale xf égale 0. Donc, x, en fait, il n'a qu'une composante, c'est xg. Et xg, il appartient à g. Donc, x appartient à g. De la même manière, si x appartient à g, alors x égale 0 plus x, avec le 0, toujours pareil, qui est un élément de f, lui qui est un élément de g. Donc, le projeté, eh bien, on enlève tous les x, le projeté de x, c'est 0. Ainsi, nous avons démontré cette partie-là, que ker de p était bien égal à g. On va montrer également que l'image de p, c'est l'ensemble f, et que c'est aussi ker de p moins identité. Alors, pour montrer que l'image de p égale f, on est dans la même situation que tout à l'heure. On doit montrer une égalité d'ensemble. Mais il y a une autre manière de montrer les égalités d'ensemble, c'est par équivalence. C'est-à-dire qu'on fait la double inclusion en même temps. Ça, c'est réservé à des démonstrations d'égalité qui sont relativement simples, évidemment, puisque sinon ça devient difficile à écrire et on peut faire des erreurs. On va montrer que pour tout x appartenant à im de p, x appartient à f, en écrivant
des équivalences successives. X appartient à im de P. Il ne faut pas le pour tout. X appartient à im de P, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe Y appartenant à E tel que X égale P de Y, ou encore il existe YF, YG appartenant à F croix G, tel que Y égale YF plus YG, donc on va mettre ici YX égale P de Y, en fait c'est juste YF, et du coup ça appartient à F, donc c'est équivalent au fait que X appartienne à F. Alors le problème des équivalences, c'est qu'il faut être sûr que l'on puisse remonter l'ordre, puisque là on a plus parti par une implication. Si X appartient à F, alors X égale YF plus 0. Nous allons montrer comme tout à l'heure que im de P égale F par double inclusion, soit X appartenant à im de P. Ça veut dire qu'il existe un Y appartenant à E tel que X égale P de Y. Ça implique que ce Y, je puisse le transformer en YF, YG appartenant à F croix G, tel que X du coup égale P de Y, c'est-à-dire YF, juste sa partie soit composante en F. Et donc, ça appartient bien à F. Donc ça implique que X appartient à F. Réciproquement, si X appartient à F, alors X s'écrit de la façon X plus 0, et donc P de X égale X. Et donc comme X peut s'écrire sous la forme P d'un élément, ça veut bien dire que X appartient ici à l'image de P. Appartenir à l'image d'un endomorphisme, c'est tout simplement s'écrire cet endomorphisme de quelque chose, n'importe quoi, et notamment si P de X égale X, on l'est bien écrit sous la forme P de quelque chose. Alors on peut montrer, donc là on a montré la deuxième partie, et puis la dernière partie c'est montrer que F est égal au noyau de P moins identité. On peut le montrer par double inclusion, comme on a fait dans les deux derniers cas, mais on peut aussi montrer quand parfois c'est simple à démontrer, par équivalence directement, ça évite de faire la double inclusion, mais il faut faire attention à ce que l'on puisse toujours utiliser un sens et puis l'autre de manière très évidente. Il faut que l'équivalence soit très claire pour ne pas se tromper. Alors par équivalence, on va prendre X appartenant à F. Ça signifie, on l'a vu tout à l'heure, que X égale X plus 0. Donc ça signifie que P de X égale X. Cela signifie également que P de X moins X est égal à 0. Ce qui veut dire que P moins identité, c'est une autre façon de l'écrire, ça tout simplement, c'est égal à 0. Et encore une autre façon de l'écrire, c'est dire que X appartient à ker de P moins identité. Nous voyons qu'ici nous avons une équivalence, puisque si je repars du fait que X appartient à ker de P moins identité, je vais juste écrire ce que ça signifie, P moins identité de X égale 0. Puis, on va passer à l'étape d'après, P de X moins X égale 0. Je passe le X de l'autre côté, j'obtiens P de X égale X. Ce qui veut dire, si P de X vaut X, que en fait, X est de la forme forcément X plus 0, tout simplement. Et donc que X appartient à F, ou même on aurait pu directement l'obtenir.
Ceci démontre donc la dernière proposition. On a du coup plusieurs choses à retenir. Si un élément appartient à G, alors le projeté est toujours nul. Et puis si un élément appartient à F, alors le projeté de X est égal à X. On peut se demander pourquoi on a noté les choses de cette façon-là, avec G qui est égal à ker de P et F qui est égal à ker de P moins l'identité. Ces notations prendront tout leur sens dans le prochain chapitre, puisqu'on va étudier beaucoup ces ensembles-là. Voilà, j'espère que cette démonstration, un peu plus longue que les autres, est claire. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.